La rhétorique photographique de Robert Frank. Les critiques font souvent les mêmes découvertes que les marchands, et les uns et les autres collaborent à la promotion de peintres ou de sculpteurs dont les innovations leur semblent séduisantes et défendables. Les marchands exposent l'œuvre, tandis que les critiques fournissent l'appareil discursif qui permet de la justifier et de la faire apprécier. Les uns et les autres achètent souvent pour leur collection personnelle certaines des œuvres qui retiennent leur attention dans la création contemporaine. Le contraire serait étonnant, n'ont-ils pas été les premiers ou presque à choisir ces œuvres, parce qu'elles leur plaisaient et leur paraissaient devoir compter pour l'évolution de la peinture, mais aussi parce qu'ils souhaitaient encourager des artistes encore peu connus en achetant leurs œuvres. Les marchands ont besoin de gens qui ne se contentent pas d'apprécier les œuvres présentées, mais en achètent et les conservent, bref, de collectionneurs. Or, la plupart des amateurs d'art contemporain n'achètent pas. De l'une des enquêtes effectuées par Hack auprès des habitués des galeries, il ressort que seulement 18% d'entre eux avaient dépensé plus de 2000 $ en œuvres d'art à Hack 1976. Les marchands essaient de préparer les amateurs à devenir des collectionneurs. Autrement dit, de susciter à côté de l'attirance pour l'œuvre des motivations telles que la fierté d'affirmer ses goûts, la force de conviction manifestée par l'acte d'achat et le plaisir de s'en prévaloir devant les autres. Raymond de Moulin, 1967, souligne la diversité des motivations des collectionneurs qui vont du snobisme culturel à la spéculation pure et simple, en passant par la passion de la peinture ou le besoin compulsif d'accumuler qu'Evan Connell, 1974, a si bien décrit dans son roman. Raymond de Moulin montre que la confusion des valeurs économiques et esthétiques se retrouve jusque dans le comportement du spéculateur. Le spéculateur fait deux paris étroitement solidaires l'un de l'autre à court terme, l'un sur la valeur esthétique, l'autre sur la valeur économique des œuvres qu'il achète, chacune des deux valeurs devant garantir l'autre. Gagner ce double pari, c'est à la fois s'affirmer comme sujet économique et comme sujet culturel. Moulin, 1967. En jouant sur toute cette gamme de motivations, les marchands, épaulés par les écrits des critiques, attirent un public, une clientèle intéressée par le public exposé. Les acheteurs qui ont appris à apprécier les œuvres révèlent à d'autres personnes les qualités d'un nouveau style ou mouvement artistique en appuyant leur dire sur l'exemple de leur propre acquisition, ce qui donne encore plus de poids aux arguments des marchands. Les œuvres d'art comptent désormais parmi les formes de placement importantes. Les œuvres d'art judicieusement choisies enregistrent des plus-values considérables et rapportent parfois beaucoup plus que les placements classiques. Mais comme le rappelle Raymond de Moulin, 1967, lorsqu'il y eut un effondrement brutal des valeurs boursières aux États-Unis en 1962, des collectionneurs américains vendirent leurs peintures et provoquèrent une chute encore plus brutale des cotes des peintres contemporains, aussi bien à New York qu'à Paris. Le prix des œuvres consacrées par l'histoire connue, lui, une baisse beaucoup moins sensible. Il importe, on le comprend, de s'entourer de conseils éclairés pour placer judicieusement son argent dans l'art contemporain. Les critiques et les marchands, les plus en vue, qui sont réputés bons juges de la valeur esthétique et donc économique, façonnent le goût des acheteurs et de ce fait garantissent la rentabilité de leurs investissements dans des œuvres qui ne sont pas encore consacrées. La valeur de leur placement s'accroît à mesure qu'ils arrivent à persuader davantage de personnes des qualités de leurs artistes, de sorte qu'il est plus avantageux pour les marchands de suivre le travail d'un artiste qui commence tout juste à se faire un nom, car la valeur des œuvres augmentera avec la notoriété de l'artiste. La valeur économique des œuvres d'art fait surgir des questions qui intéressent directement le système de distribution, et notamment le problème de l'authenticité des œuvres mises en vente. Il ne se pose pas vraiment lorsqu'il s'agit d'un artiste vivant et inconnu, qui aurait l'idée de contrefaire ses œuvres. Mais il prend une importance décisive si de grosses sommes d'argent sont en jeu, si l'artiste est mort ou s'il est vivant, mais il ne peut certifier qu'il a exécuté lui-même telle ou telle œuvre. Quand ces situations se présentent, des spécialistes collaborent avec les marchands en utilisant les méthodes d'investigation de l'histoire de l'art pour authentifier des œuvres, ou celles de l'esthétique, pour estimer la valeur relative d'artistes, d'œuvres ou de mouvements. Ils recourent aux méthodes de l'analyse stylistique pour confirmer ou infirmer l'attribution d'une peinture à Titien. Ils peuvent être amenés à établir la provenance exacte d'une œuvre, à remonter grâce à une série d'indices jusqu'à son premier propriétaire. Un spécialiste comme Bernard Bérançon a collaboré avec le marchand Joseph Duvin pour inciter toute une génération de riches américains néophytes à miser des fortunes sur des œuvres dont ils garantissaient l'authenticité. Dans le même temps,
Pérançon prétendait établir les méthodes d'attribution sur des bases rigoureuses et solides. Ces techniques de recherche très savantes font désormais partie intégrante du système d'activité par lequel une communauté de marchands, critiques, spécialistes et collectionneurs produit de la valeur. En somme, les marchands, les critiques et les collectionneurs parviennent à s'accorder sur la valeur des œuvres et sur la façon de l'estimer. Dès lors, on peut dire que le marchand a créé ou formé un public pour les œuvres dont il s'occupe, un public qui possède autant de lumière sur cet ensemble d'œuvres qu'un noble ou un pape italien en possédait sur le baroque italien. Il les connaît et les comprend. Le peintre peut donc travailler à l'intention de ce public, fort de la certitude que celui-ci appréciera son inventivité, ses dons d'observation et ses prouesses techniques. Bien entendu, le marchand en question doit commencer par trouver des artistes. Un marchand se livre à une prospection intensive, recrute des artistes et les encourage à produire suffisamment pour susciter un intérêt parmi la clientèle régulière de la galerie. Marcia Bistrine, 1978, a signalé l'existence d'une division du travail entre les galeries dans le monde new-yorkais de la peinture contemporaine. Certaines parrainent un grand nombre d'artistes relativement obscurs et leur offrent une occasion de soumettre leur travail à des critiques et des collectionneurs respectés. Les autres choisissent dans ce groupe d'artistes ceux qui ont reçu des encouragements, dont l'œuvre a été bien accueillie par la critique et a retenu l'attention de quelques collectionneurs importants. Les marchands, qui ont besoin de renouveler constamment l'offre d'œuvres à exposer et vendre, font peser une certaine contrainte sur les artistes. Ils conseillent souvent aux artistes d'orienter leur œuvre dans telle ou telle direction qui leur semble plus indiquée et les poussent à produire en quantité suffisante pour soutenir la galerie. Les artistes d'une galerie doivent fournir à eux tous assez d'œuvres pour permettre l'alternance des expositions et se maintenir dans la carrière. Un artiste peu fécond n'est plus tout à fait un artiste en activité, ou du moins il ne peut plus jouer un rôle notable dans la politique de la galerie. Ensemble, ces deux sortes de galeries mobilisent en permanence un fort contingent d'artistes qui s'offrent à payer de leur personne et à risquer leur réputation en réalisant des œuvres qui ne retiendront pas forcément l'attention. Elles créent un public assez nombreux pour soutenir le travail des artistes et elles bâtissent des réputations qui confirment une position dans l'échelle des mérites du monde de l'art. Ensemble, elles opèrent un tri parmi les artistes débutants en incitant les uns à accroître leur production et à s'affirmer davantage, tandis qu'elles font comprendre aux autres qu'ils ont atteint leurs limites. On trouvera une typologie plus fine des galeries dans le livre de Raymond de Moulin, 1967. Si les marchands n'ont pas beaucoup de difficultés à recruter des artistes débutants, ce sont plutôt les artistes débutants qui ont des difficultés à trouver des marchands, ils ont souvent du mal à les garder. On observe le même phénomène que dans toutes les relations avec le personnel de renfort. Les artistes s'aperçoivent que les marchands ont des bons et des mauvais côtés. Il est certain que les marchands font des choses que les artistes n'aiment pas faire eux-mêmes. Témoin ces propos d'un artiste français cité par Raymond de Moulin. Pour être honnête, il faut dire que nous cherchons tous une galerie pour échapper au côté administratif, au côté publicitaire dont le marchand se charge pour se défendre, pour ne pas avoir à recevoir les collectionneurs. C'est une journée de perdu quand arrive un collectionneur. 3 heures de perdu avant par anxiété, ensuite, si ça n'a pas plu, on est vexé. Dans le cas contraire, excité, le peintre ne peut pas être partout. Moulin. Surtout étant donné l'intérêt que peut avoir l'investissement dans un jeune peintre. Des marchands bien établis s'approprient les artistes et s'assurent le monopole de leurs œuvres grâce à des contrats d'exclusivité. L'artiste s'engage à céder toute sa production à un marchand en échange d'appointements mensuels qui lui permettent de vivre, de travailler et d'acheter des fournitures. Après tout, le marchand est bien placé, du fait de ses compétences commerciales et de ses relations dans le marché de l'art, pour savoir comment convertir une valeur esthétique en valeur économique, ce que l'artiste ne sait pas faire. À ce propos, Raymond de Moulin cite l'exemple de Jacques Villot. Sa peinture, pourtant connue et estimée, ne se vendait pas. L'artiste avait près de 70 ans quand le marchand Louis Carré commença à s'intéresser à lui. Et grâce à une série d'expositions savamment programmées, multipliait par 1000 le prix de ses peintures. D'un autre côté, les marchands ne paient pas toujours ce qu'ils doivent. Leur commerce est sensible aux fluctuations de la conjoncture économique. Et si les choses tournent mal, ils peuvent résilier les contrats. Les marchands dont la situation n'est pas très solide peuvent avoir des difficultés à payer les artistes, et les artistes peuvent avoir des difficultés à récupérer les œuvres invendues. Habert fait un récit circonstancié d'un incident de ce genre. Surtout, comme le fait remarquer Raymond de Moulin, les intérêts économiques de l'artiste convergent rarement avec ceux du marchand.
Le marchand souhaite souvent garder une œuvre pendant plusieurs années, en attendant que sa cote augmente, mais le peintre veut que ses œuvres soient exposées, achetées et montrées là où elles feront parler d'elles, suscitant des critiques et des suggestions qu'un artiste peut toujours mettre à profit. Autrement dit, l'artiste peut voir sa réputation grandir aussi vite que possible, tandis que le marchand peut juger plus avantageux d'attendre une plus-value sur le long terme. Les artistes qui ont déjà une certaine réputation peuvent chercher un autre marchand qui leur offrira de meilleures conditions. Le système des galeries est étroitement lié à l'institution muséale. Le musée est le dernier dépositeur de l'œuvre, mise en circulation par un marchand pour deux raisons. En général, une œuvre qui entre dans la collection d'un musée y reste, soit parce que telle est la volonté du donateur, soit parce que les conservateurs qui ont joué leur réputation de fins connaisseurs sur l'achat de certaines œuvres ne veulent pas avoir l'air d'avouer une erreur en les revendant trop tôt, si la législation le permet, du moins tant que l'opinion les tiendra responsables. Quand un musée expose et achète une œuvre, il lui apporte la consécration suprême dans le monde contemporain des arts plastiques. À partir de là, rien ne peut plus accroître l'importance de l'œuvre, ni les répercussions qu'elle a déjà eues sur la réputation de l'artiste. Dans les musées privés, les décisions appartiennent en dernier ressort aux administrateurs qui assurent l'essentiel du financement. Dans les systèmes politiques qui autorisent l'accumulation privée de richesses et de biens, même les musées publics ont d'ordinaire pour administrateurs des représentants des catégories sociales les plus riches qui peuvent procurer au musée des donations en espèces et en nature. Dans son étude sur le Chicago Art Institute, Vera Zollberg explique qu'au début, de riches mécènes dirigeaient eux-mêmes la politique du musée en participant aux achats, expositions et autres activités d'ordre artistique. Par la suite, ils déléguèrent leur autorité à des historiens d'art issus de l'université, mieux qualifiés que des amateurs pour estimer l'importance réelle des œuvres. Et puis, tandis que les musées devenaient des machines de plus en plus énormes et complexes, et que l'on commençait à reconnaître l'importance des règles de gestion dans tous les domaines, les mécènes abandonnèrent l'administration à des gestionnaires confirmés qui pouvaient être totalement étrangers au monde de l'art. Les mécènes du Chicago Art Institute ne firent pas exception. Ces transferts de compétences dans l'organisation des musées n'empêchent pas les artistes d'avoir quelques difficultés avec ces institutions. Comme les marchands, les directeurs des musées et ceux qui leur ont donné mandat poursuivent des intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux des artistes, et pour compliquer le tout, le personnel du musée est parfois tenté de devancer les désirs des bailleurs de fonds ou des administrateurs, sans toujours bien connaître leur véritable intérêt. Ainsi, beaucoup de musées américains ont manifesté leur répugnance à exposer des œuvres contemporaines porteuses d'un message politique, surtout pendant la guerre du Vietnam, époque où l'art s'est fortement politisé. Pour citer un exemple éloquent, l'artiste Hans Haake avait préparé à l'invitation d'un conservateur du Guggenheim Museum une œuvre qui dénonçait les pratiques des propriétaires des taudis dans le Lower East Side de New York. Le directeur du musée refusa de présenter ce travail sous prétexte qu'il était politique. Le conservateur qui avait pris cette initiative fut licencié et par mesure de rétorsion, de nombreux artistes contemporains boycottèrent le musée. Cet événement inspira sans doute à Hans Haake l'œuvre où il décrivait minutieusement les relations entre le musée et les milieux d'affaires. Le plus curieux de l'histoire, c'est qu'aucun des administrateurs du musée n'était mêlé de près ou de loin au scandale des taudis de Lower East Side. Il n'aurait probablement pas trouvé à redire à une œuvre qui le dénonçait. Les professionnels qui gèrent ces institutions font apparemment des excès de zèle et s'entourent de précautions exagérées. Le pouvoir de l'argent a sur le contenu des musées des effets plus subtils qui sont parfois difficiles à mettre en évidence. Les auteurs de l'anti-catalogue, Catalogue Committee, ont analysé la collection particulière de M. et Mme John Rockefeller III, exposée au Whitney Museum dans le cadre du bicentenaire des États-Unis. Ils ont montré à quel point cette collection et celle de beaucoup de musées américains bâtis dans le même esprit exaltaient la réussite financière en évacuant les antagonismes sociaux, le problème des minorités et autres questions déplaisantes pour le riche mécène. Les producteurs. Dans le monde des arts du spectacle, les artistes ne réalisent pas d'objets que l'on puisse stocker, exposer et vendre. Leurs systèmes de distribution sont donc différents. S'ils ressemblent au système des galeries, c'est dans la mesure où un entrepreneur consacre du temps, des efforts et de l'argent à la mise en place des éléments qu'il présente ensuite à un public. Seulement, ce ne sont pas des objets qui sont vendus au public, mais des billets qui permettent d'assister à un travail artistique. On peut vendre des objets à des acheteurs, s'ils les ont vus auparavant. Un spectacle se vend à l'avance.
Le producteur tâche de vendre assez de billets pour que le spectacle lui procure un bénéfice et apporte un revenu aux artistes. Et il tâche de créer un public qui appréciera l'œuvre et fera grandir la réputation des artistes. Les producteurs se chargent de tout ce qui est nécessaire pour rassembler un public dans un endroit approprié au spectacle. Ils louent le lieu où sera présenté le spectacle, font la publicité nécessaire, vendent les billets, gèrent le budget et s'assurent la présence des auxiliaires voulus, techniciens, ouvreuses ou autres. La plupart du temps, ils garantissent un cachet fixe aux artistes au lieu de leur offrir un pourcentage. Et c'est là que réside la part de risque. Si le spectacle n'attire pas assez de public, le producteur devra payer de sa poche la différence entre la recette effective et les frais, auxquels s'ajoutent les cachets. Les producteurs ont d'autres points communs avec les marchands de tableaux. Ils permettent la présentation d'une œuvre à un public averti, prêt à accepter les conventions et la démarche personnelle sur lesquelles se fonde le travail de l'artiste. Et il en retire des revenus suffisants pour permettre au travail de se poursuivre. Ils adoptent par force des méthodes différentes de celles des marchands. Il faut plus de clients pour financer les entreprises de spectacle que pour entretenir une galerie. Si dans une galerie les frais des expositions peuvent être couverts par les achats de quelques-uns seulement des visiteurs, les producteurs de spectacles doivent eux trouver un public payant prêt à apprécier ce qu'ils veulent présenter. Aussi préfèrent-ils vendre des abonnements plutôt que des billets au coup par coup. Non seulement les abonnés paient longtemps à l'avance, mais encore ils se disposent à recevoir une formation dans le domaine concerné, qu'il s'agisse de la musique contemporaine, de la danse d'avant-garde, du théâtre classique, de la chanson, de la musique de chambre, de la musique symphonique ou de l'opéra. Le public a besoin d'acquérir de l'expérience pour apprécier vraiment les œuvres qui ressortissent à un genre donné, et il peut s'en donner les moyens en prenant un abonnement.